compte tenu de cette affaire et les nouveaux éléments qui ont été témoignés lors de la dernière conférence de presse, dans quelle disposition vous abordez ce procès lundi? Nous sommes, comme Kezia, nous sommes très combatifs. Notre ambition est de démontrer toutes les incohérences de ce dossier, toutes les failles. Compte tenu du comportement du parquet, nous allons solliciter le renvoi. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être effectuées, et notamment, je considère qu'il faudrait qu'un juge d'instruction se penche sur cette affaire. On ne peut pas essayer de juger un jeune homme à la hâte, alors même qu'il est évident qu'il a été lâchement tabassé par plusieurs gendarmes et un fonctionnaire de police. Ce n'est pas possible qu'on essaye de trancher cette affaire de façon aussi rapide. Il semblerait que pendant la procédure, il y a une multitude de pièces qui sont en train de rajouter dans ce dossier comme un peu du rafistolage. C'est ça, si je me trompe pas. Je peux dire que c'est du rafistolage, puisqu'on a dit... C'est mon expression, c'est mon expression. Oh oui, il me ressemble un peu, comme j'ai déjà pu le dire, un lapin avec des stars dans les yeux. On peut dire que c'est du rafistolage, mais dans le même temps, c'est une technique du parquet qui essaye de noyer la défense avec une multitude de pièces juste avant l'audience, en sachant que compte tenu de cette multitude de pièces, il est pour le moins compliqué de tout maîtriser. Évident. Néanmoins, c'est-à-dire que cette stratégie se retourne finalement contre le procureur de la République, puisqu'il y a de leur côté une maîtrise très approximative des pièces qu'ils peuvent. Y a-t-il de nouvelles procédures que vous avez entamées de votre côté? Nous avons entamé une multitude de procédures parce qu'une injustice, une multitude de défaillances. Ça va en vérité de premier qui commet l'acte, à savoir le fonctionnaire de police ou le gendarme, jusqu'au silence coupable des médias. Donc il faut identifier en vérité chaque défaillance, qu'elle soit individuelle, c'est-à-dire que ce soit une personne qui commet une erreur, une faute, ou alors encore une institution. Donc nous avons naturellement déposé plainte, mais avant toute chose, ce que nous avons demandé, c'est que le procureur se dessaisisse de ce dossier parce qu'il n'est pas normal que cette affaire ait été menée sous l'autorité du parquet de Fort-de-France. C'est relativement indécent de s'imaginer qu'un dossier de violence policière soit mené par un procureur de la République. Parce que nous le savons, dans les dossiers procédure de violence policière, nous savons que généralement l'IGPN ou encore l'IGGN, leur travail en vérité c'est de dédouaner de toute responsabilité les fonctionnaires de police ou encore les gendarmes. Donc la première chose que nous avons faite, c'est demander un juge d'instruction. Ensuite, nous avons déposé plainte pour faux parce que comme dans les dossiers de violence policière, la première chose qui est faite par les agresseurs, à savoir les fonctionnaires de police, les gendarmes, la première chose qui est faite, c'est de mentir. Donc d'abord, ils disent que celui qui a été agressé est l'agresseur. En l'espèce, ce qu'ils ont indiqué, c'est que Kezia avait donné 4 coups de poing, l'autre a dit 5 et un autre a dit 3 coups de poing. Enfin bref, naturellement, ils ne cessent de dire n'importe quoi et cela constitue des faux. Il s'agit de fonctionnaires de police et de gendarmes, donc ce sont des faux en écriture publique, il s'agit d'un crime. Et donc nous avons d'abord déposé plainte, parce qu'il s'agit là maintenant de figer la situation et d'expliquer que la démarche de ces fonctionnaires de police et de gendarmerie est totalement indécente. Puis nous avons déposé plainte entre les mains de l'ordre des médecins, parce que, encore une fois, comme je vous dis, une l'injustice ne peut être causée et créée qu'à la suite d'un certain nombre de défaillances. Et ce qu'on voit dans les dossiers de violence policière, c'est qu'il faut toujours un médecin ou plusieurs qui viennent dire que la victime de violences policières, finalement, ne souffre pas trop. En l'espèce, c'est ce qui s'est produit pour Kezia, puisqu'il a vu un médecin le 7 juillet, le 16 juillet, mais cela, il va falloir en discuter. Quoi qu'il en soit, on aboutit à 2 jours d'ITT. Quand Kezia voit un médecin indépendant, on aboutit à 21 jours d'ITT. Vous vous rendez compte de la différence entre 2 jours d'ITT et 21 jours d'ITT. Donc forcément, ces médecins, il fallait les identifier, ils ont été identifiés, et les plaintes ont été
à leur encontre. Une plainte a été déposée pour Madame Etilé parce qu'elle a eu le bras cassé à la suite de cette violence qu'elle a subie. Et puis, compte tenu du comportement du procureur de la République, c'est-à-dire que lorsque Kezia arrive dans le commissariat qui est placé en garde à vue, on est dans une zone de non-droit. C'est-à-dire qu'il ne voit pas un médecin en temps utile. Le médecin qui voit, soi-disant, indique le lendemain, c'est-à-dire le 17 juillet, il indique que Kezia aurait été vue le 16 juillet, mais tout ça n'est pas très sérieux et on n'a pas un certificat médical venant nous dire que Kezia, son état de santé est compatible avec la garde à vue. Ça, c'est la moindre des choses dans une garde à vue. Et c'est pour cela que nous avons saisi l'inspection générale de la justice afin que finalement des gens qui possiblement pourraient être indépendants, ce qu'on peut quand même douter, mais sait-on jamais, on peut avoir foi en la justice, que des gens indépendants, en tout cas des juges, qui enquêtent sur des juges, viennent constater ce travail de sagouin qui a été fait dans ce dossier. Et puis, il s'agit de ne pas quand même se contenter des enquêtes qui ne peuvent pas porter ce nom, d'IGPN et de GGN. Donc nous avons déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen du juge d'instruction afin qu'une enquête soit faite par un juge d'instruction et que nous ayons accès à la procédure et que nous puissions faire des demandes d'actes. Alors, il y a quand même quelque chose, je sais que je prends beaucoup de votre temps, mais je montrais les photos pendant votre interview de Kezia. Si je me trompe pas, cette fameuse inspection suprême de la police judiciaire de l'IGPN est censée enquêter alors que des propos ont été tenus comme quoi ce serait Kezia qui aurait donné des coups. Et après, il serait en train de dire que Kezia aurait pris que 2 coups, si je me trompe pas. Ils auraient prétendu que 2 coups seulement auraient été portés à Kezia. Ils considèrent qu'il y a seulement 2 coups qui nécessitent que l'on renvoie devant le tribunal correctionnel de Cayenne. Oui, quand on voit les photographies, on est forcément très choqué de voir à quel point a pu vivre des horreurs, a pu souffrir comme pas permis. Et puis, on a des enquêtes qui menent sous l'autorité du procureur de la République, et c'est pour ça que nous avons saisi aussi l'institution générale de justice. Puisque l'enquête, c'est une mascarade. Nous avons fait une enquête, c'est-à-dire qu'on en arrive là aujourd'hui. La justice ne remplit pas son office. Nous sommes dans l'obligation de mener notre enquête. Et puis, ce n'est pas que le cabinet, il faut aussi rendre justice à toutes les personnes qui viennent aider à limiter son fils et qui recherchent un peu partout, communiquent à Madeleine des photographies. C'est-à-dire que tout le monde met la main à la pâte pour essayer de trouver des choses sur Internet. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver des photographies, des vidéos, des images qui démontrent que on a un gendarme qui est supposé regretter un coup de pied, qui a son genou sur le visage de Kezia, mais son genou est tellement enfoncé sur le visage de Kezia qu'on ne voit presque plus le visage de Kezia. On voit ensuite un genou sur les parties intimes de Kezia. On peut comprendre à quel moment le gendarme enfonce son doigt dans l'œil de Kezia. On voit à un autre moment un coup de pied dans les parties intimes de Kezia puisque son buste se relève. On voit des coups qui sont portés derrière le fourgon. C'est quand même assez scandaleux de s'imaginer qu'on nous a remis des prétendues enquêtes avec 2 coups. 2 coups. Je dis que ces enquêtes ne pouvaient pas être coupées par la simple bonne raison qu'il y avait un film qui tournait et que tout le monde a vu cette tache de sang sur le sol. Et il fallait faire une enquête. C'était quand même la moindre des choses. Mais ils n'ont pas pu s'en empêcher. Il a fallu qu'ils aillent jusqu'au bout de l'injustice en prenant les gens pour des idiots, en nous expliquant que toutes les marques et toutes les lésions qu'on peut retrouver sur Kezia sont dues à 2 simples coups. Et donc, c'est totalement scandaleux.
Merci beaucoup pour la qualité de votre intervention et la qualité de votre travail, Maître Arneton. On va vous laisser. Est-ce que vous aviez un petit message à passer à la population, pas que martiniquaise, mais à la diaspora, avant de nous quitter? La diaspora, pas forcément, je voudrais quand même attirer votre attention sur un point Oui. dans cette affaire. Euh, Cette affaire ressemble au début aux affaires dites de violence policière, c'est-à-dire qu'on a un mécanisme qui se met en branle avec des mensonges des fonctionnaires de police, des gendarmes, tout ça est chapeauté par le procureur de la République, puis on a des médecins qui viennent confirmer tout ça, puis il y a la machine judiciaire qui s'emballe, on veut juger la personne assez rapidement. Ça ressemble à des dossiers de violence policière. Il y a quand même une petite nuance s'agissant de l'affaire de Kezia qui, même si je dis qu'elle est petite, elle a quand même une importance assez considérable, dans la mesure où, à mon sens, dans le dossier de Kezia, il y a une dimension particulière, puisque je pense que c'était totalement prémédité. C'était un acte pensé. Nous avons des militaires qui sont venus en mission, très clairement, ils le disent. Il y a des vidéos qui ont été diffusées récemment et on les entend s'exprimer assez joyeusement et assez salement, ces gendarmes mobiles, et ils disent eux-mêmes qu'ils sont venus pour ça. J'affirme que lorsqu'ils prennent Kezia derrière le fourgon pour continuer leurs actes de torture, ils pensaient qu'ils n'auraient pas été vus. Parce qu'il était possible de menotter Kezia et de l'emmener directement au commissariat. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est de l'emmener juste derrière le fourgon. Derrière le fourgon, c'est là où il a été extrêmement violemment frappé. C'est là où on lui a planté un doigt dans l'œil. C'est là où on lui a mis des coups de pied dans les parties intimes. C'est là où on lui a frappé dans le dos. Tout ça se voit de toutes les façons. Et il faut savoir qu'en vérité, il y a deux caméras qui filment cette rue. Il y a une caméra de la police, et cette caméra de la police, elle ne filme que le toit des fourgons. Ça, c'est la première caméra. La deuxième caméra, c'est la caméra de la ville, et celle-là filme l'avant des fourgons. Il en résulte que dans tous les cas de figure, ils n'auraient pas été vus puisqu'ils étaient dans un angle mort. Ces gens, pour moi, étaient venus pour casser du militant et cela ne fait aucun doute. Et s'il n'y avait pas un habitant qui était à la rue Victor Sévère en face pour filmer ces exactions, nous n'aurions pas su tout cela. Et ceci est un véritable scandale. Alors, pour répondre finalement à votre question à laquelle je disais que je n'allais pas répondre, à savoir un message à la diaspora, je crois que il faut faire très attention, qu'il faut regarder les choses avec beaucoup d'attention et s'intéresser à la vérité. Parce que il y a des jeunes qui ont l'outrecuidance peut-être de dire la vérité ou de parler ou de penser. Une opinion ne peut pas être un crime. Manifester ne peut pas être un crime et on ne peut pas accepter qu'on tabasse la jeunesse martiniquaise ou quelle qu'elle soit à partir du moment où elle décide de s'emparer d'un combat et d'en discuter et d'en parler. Ces jeunes ne font que discuter d'un sujet, de parler d'un sujet. C'est tout ce qu'ils font. Et depuis qu'ils le font, on les criminalise, on emploie des forces disproportionnées, on les traite comme des terroristes et enfin on envoie des militaires pour les tabasser. Il y a au moins 2 militaires que j'ai identifiés et je sais de façon certaine qu'ils sont repartis au moins une semaine après. Donc on sait qu'en Martinique, les militaires viennent pour 3 mois et ce n'est pas le cas pour cela. Alors il va falloir qu'on nous explique tout ça et c'est pour ça qu'un juge d'instruction doit être désigné. Donc mon message à la diaspora, c'est de faire attention à ces affaires, de ne pas les regarder de loin en considérant que ce n'est pas très grave, que ce sont des gens qui sont tabassés, puis qu'ils font un peu de désordre et de relativiser tout ça. Non, il s'agit de regarder cette affaire avec toute sérieux, de l'analyser de façon claire et de s'intéresser à la stricte vérité. Et quand on s'intéresse à la vérité, sans même y porter un regard militant, juste la vérité, regarder les choses telles qu'elles sont, on est horrifié de constater que c'est
un pouvoir policier qui est mis en mouvement, qu'on a un État extrêmement répressif qui ne supporte pas que les gens puissent penser. Et ça, c'est une dérive autoritaire qu'on ne peut pas accepter parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et toute atteinte à la liberté d'expression ne peut être qu'une seule chose, c'est attaquer les fondements de la démocratie. Donc soit on nous dit qu'on est en démocratie, auquel cas tout le monde a le droit de penser, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de manifester, qu'on soit d'accord ou pas, soit nous ne sommes pas en démocratie, auquel cas nous devons comprendre que c'est la raison pour laquelle on a envoyé des militaires pour tabasser des gens.